peut peut-être commencer sur la natrificialité. Donc là, moi, je vais vous laisser la parole. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par dire quelque chose là-dessus ou ça vous évoque certaines choses? Je voudrais juste prendre encore quelques mots pour justement donner la parole à mon collègue, parce que tout à l'heure on était là face à ces deux œuvres. Il a dit quelque chose d'absolument qui m'a beaucoup touché. On n'en a pas vraiment discuté depuis, mais donc il mentionnait le fait que le fait que voilà cette. Moi, ça m'a rappelé en fait. Chez une amie, quand j'ai vu une pendule qui normalement les secondes on les voit tiquer, et là les secondes tournaient continuellement. Et en fait, personnellement, ça m'a complètement hypnotisé. Je suis resté scotché sur l'aiguille. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était presque angoissant parce que c'est la première fois que je voyais le temps passer. C'est-à-dire que d'habitude, on sait bien que plus tard, le temps est passé, qu'on est plus tard qu'avant, mais on ne le sent pas vraiment. Et là, je le voyais couler et ça m'a presque stressé parce que je me suis dit, ah mais il faut que je le rattrape, il faut que je l'arrête, il faut faire quelque chose. Et là, ça me fait penser exactement à ça, dans le sens où là, on voit quand même un mouvement qui est complètement continu. Et donc, le temps passe. Et c'est aussi intéressant parce que, aussi pour la notion de natrificialité, parce que comment dire ça ? Une des choses qui est le plus étrange pour nous, c'est le temps. Justement, parce qu'on a du mal à représenter le temps. Et ça, on verra ça dans l'exposition sur plusieurs choses. Donc ça matérialise le temps. En fait. Ça le matérialise, voilà. Et surtout la matérialité. Nous-mêmes, par exemple, quand je vous dis que j'étais stressé, pourquoi est-ce que ça me stresse d'arrêter le temps ? Mais parce qu'en fait, on pense qu'on est toujours le même. Intuitivement, on va dire, voilà, je suis le même que demain. Et en fait, c'est pas vrai. On sent très bien qu'on vieillit un petit peu. Il y a des choses qui changent. Et la conception qu'on a de nous-mêmes, elle est un peu étrange. Justement. Là, pendant que tu tournais la tête, la pendule s'est arrêtée pendant une seconde. Ah, elle est repartie. Le cœur s'est arrêté, il est reparti. Celui d'à côté, justement, il est arrêté, en fait. Alors, c'est ça qui est étrange, c'est qu'on a une image de nous-mêmes qui est un peu comme la pendule d'à côté. C'est qu'on a une vision de nous-mêmes figée dans un instant donné. Alors qu'en fait, on est tout le temps en train de courir. On est tout le temps en train de changer. Et en même temps, on reste toujours à peu près le même. C'est-à-dire que là, si vous voyez tous les petits détails de la poudre d'aluminium, il bouge tout le temps. Il se déplace, tous les poils se bougent tout le temps, mais en même temps, globalement, c'est toujours la même figure. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'image de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est toujours à peu près pareil, mais en fait, on est tout le temps en train de courir et on est tout le temps... Si on regarde maintenant après les individualités, elles changent tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des poils qui sautent d'un endroit à l'autre, qui se redressent, qui se remontent. Et ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. C'est-à-dire qu'il y a des molécules qui sont insérées, qui sont digérées, qui sont retournées. Donc, il y a laissé l'agglutination de ce côté... Oui, exactement. C'est qu'on est une agglomération qui, pour un certain temps, décide de travailler collectivement. Ouais. Mais ça ne va pas durer. Hein. En même temps, ça va changer complètement. Exactement. Alors, ça s'appelle The Shape of Time, de Guillaume Bouhéron. Donc moi, ça m'avait beaucoup touché parce qu'il y a cette dualité entre discret et continu qui, pour moi, est très, très importante. Toi, tu as mentionné le mot morphogénèse tout à l'heure, dans le mimique peut-être. Ça, pour moi, ça m'évoque des gens comme René Thom, etc. Et ce monsieur... vraiment sur les formes aussi, de manière Oui. Donc, je ne pense pas que je travaille sur la morphogénèse en ce sens-là, mais par contre, cette idée générale de forme, de continu et de discret, d'extraction d'un variant discret, de mouvements plus complexes et plus continus, je trouve que c'est très, très bien matérialisé dans cette œuvre. Le continu dans toute sa potentialité, pas le continu formalisé par une droite mathématique absolument parfaite avec des axiomes, etc. Mais si on lit la pensée de René Thom, on voit quelque chose d'un peu informe, imparfait, bricolé. Enfin, il parlait, lui, d'un trait tracé à la craie sur un tableau noir, mais un trait dans toute sa matérialité, avec les petites particules de craie, etc. Pour lui, c'était ça son image du continu. Et pour lui, il parlait donc de l'antériorité ontologique du continu sur le discret. On pourrait disserter à l'infini sur ce que ça veut dire. Il y avait une importance fondamentale de cette notion de continu par rapport à ce clic-clac discret, qui pour lui vient de notre intuition du temps. Alors, je comprends bien qu'il y a 36 000 problèmes à modéliser notre intuition du temps, c'en est une. Et en tout cas, on peut admettre que cette idée d'un mouvement
Puis des particules, tu as des particules de craie, Ouais. des particules de fer, Ouais. pour qu'on puisse le matérialiser et le voir comme un objet Ouais. qui a une forme, comme dit Guillaume. Alors, Le- une forme, dans, parce que dans, le trait, il est épais du coup. Ouais. sur le- dans l'idée de Thom, une ligne mathématiquement parfaite, elle n'est qu'une modélisation, déjà un appauvrissement de quelque chose de plus informel qui serait une sorte de continu absolu. Et voilà, je trouve que tout est bien matérialisé là-dedans. En plus, il y a des accidents. La notion de le truc s'arrête, le mouvement est seulement vu de loin. Il est seulement, il semble constant, à vitesse plus ou moins constante. Mais tout ça, c'est approximatif. Et donc, on se rend bien compte que même si c'est un truc parfaitement mécanique et un système physique, il y a quand même pas mal des caractéristiques du vivant qui se trouvent là, dans cette imperfection, dans cette approximation, dans cette irrégularité. Je trouve ça très fort. En même temps, on voit encore le côté discret, justement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des poils qui sautent d'un endroit à l'autre. Il y a des petits individus qui ont des changements. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on retrouvera dans l'installation avec les gouttelettes de Dominique, cette dualité discret-continu et cette imperfection. Alors il y a des gens qui pensent que l'univers est complètement discret, qu'on est des 0 et des 1, qu'on est juste le résultat d'une expérience d'un ordinateur géant. Voilà, c'est des théories qui existent. Et pour Simondon, c'est le contraire. Il va falloir s'individuer à partir d'une sorte de masse non individuée, et on reprend corps comme individu. En fait, on peut toujours jouer de l'un à l'autre. Hein. On peut toujours dire voilà. C'est le passage de l'un à l'autre qui peut être intéressant. Ah, tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on gagne par exemple là, il y a plein d'individualités différentes, en fait, justement. Il y a globalement l'image, il y a l'œuvre, il y a globalement l'image qui tourne. Après, il y a les différents poils, que j'appelle les poils, qui sont aussi des agglomérats de petites particules. Et après, il y a toutes les particules à l'intérieur. Il y a plein de niveaux de discrétisation et de continu qui s'empilent. Donc ce que je comprends, c'est que l'image sur le papier, en fond, elle se crée avec le mouvement. C'est bien ça. Et ça, c'est aussi le côté imprévu, justement. C'est même, on peut dire, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire, on va dire, même si on a une sorte de but, par exemple, de manger, de survivre, etc., on va laisser des traces et on va donner des choses qui vont apparaître, qui ne sont pas du tout prévues avant. Une esthétique aussi, peut-être, de ça. Oui, tout à fait. Du fait que aussi, c'est le côté la création, justement, imprévue, que la chose s'installe. Et c'est pas complètement symétrique non plus. Il y a une partie qui est plus sombre en bas, plus claire en haut. Tout ça, il y a des petites particules qui s'échappent, qui font un nuage différent en haut et en bas, à gauche. Peut-être parmi les gens côté qui éphémère. n'ont pas vu ces œuvres dont on parle. Faut qu'on parle. Parce que là, c'est difficile de comprendre dont on parle. Vous voyez pas nos... Faut la regarder d'un... Et le son. Ah oui. Ah ben, Oui, c'est vrai aussi. Ça, c'est... on aurait dû en Tout parler. à fait. C'est une œuvre sonore en même temps. Qu'il y a aussi une sorte un continu, il y a une sorte de rythme. Alors le son, là, on l'a entendu tout à l'heure, en fait. Là, dans la notion du temps, le son, c'est quelque chose de très particulier, parce que le son, c'est une fréquence, c'est une répétition dans le temps. Mais on l'entend comme un objet, comme une note. Donc le cerveau aussi, pareil, mais fonctionne de manière étrange. Et après, d'un côté, le fonctionnement temporel est toujours très important, parce que la musique, si on met une seule note permanente, on n'entend plus rien. Et donc en fait, ce qu'on va entendre, c'est les variations et les changements des accidents. Je propose qu'on passe... On va migrer. Voilà. Ça tourne à l'envers ou pas? Et quel est le bon sens? C'est-à-dire que si on regarde de l'autre côté, oui. Ah oui, d'accord. Ça c'est le sens mathématique, on va dire. Ah oui. Ah oui. Les sens inverses des aiguilles du montre, 0 θ, positif. C'est une bonne remarque, j'avais pas remarqué. C'est quand même été. Je pense qu'on passe à celle d'après. Donc là, on va parler d'une série de monotypes de Damien Monteau, qui est venu te voir d'ailleurs, Stéphane, pour parler justement de ce qu'il produisait à partir de sa méthodologie. J'aime bien Je vais vous commencer. laisser, Donc moi j'aime beaucoup ces images aussi parce que pour moi ça c'est typiquement une bonne question. Je le montre souvent avec quelque chose d'équivalent à des étudiants pour justement discuter de différences entre naturel et artificiel. Parce que ça on va dire c'est artificiel, hein, c'était fait par la main d'un artiste. Tout simplement, on met de l'huile, on colle, on ouvre
Et après, on met du papier, ça fait ces figures-là. Et d'un autre côté, ces figures-là, elles se retrouvent beaucoup dans la nature, mais de manière minérale, dans des dalles. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a des dalles de lauze qui sont claires, et dessus, il y a des dessins noirs qui apparaissent, qui sont exactement le même genre de motifs. Et ces motifs-là sont très connus par ailleurs. Ils sont les chaînes. Tu veux regarder les chaînes de montagne, vues de satellite, ça a ces formes-là, des rivières et ainsi de suite. Et tout ça, alors les physiciens ont beaucoup travaillé pour expliquer d'où venait l'origine de ces formes-là. Et c'est ce qu'on appelle une instabilité. Donc, ça veut dire que là, ce qui se passe, c'est qu'on enlève, il y a de l'huile, on remonte le plateau, donc on va faire rentrer de l'air dans l'huile. Et ça se fait pas de manière homogène, justement, stable. Il y a tout d'un coup un endroit, l'huile préfère rester et l'air reste glissé. Et ça fait qu'en fait, l'air se glisse partout, dans tous les doigts. Donc là, il y a aussi une notion du temps. C'est-à-dire que les physiciens, pour comprendre ça, ils vont regarder qu'est-ce qui se passe à un petit échantillon de temps. Ils vont comprendre qu'il y a une instabilité. Et après, si on intègre tout ça pendant un temps très très long, on va avoir une structure très compliquée. Et donc, ils sont contents après parce qu'ils se disent, en fait, la structure très compliquée, on l'a comprise. Mais en fait, il y a toujours les accidents après de la réalité, de comment est-ce que j'ai appuyé, comment est-ce que j'ai mis. On voit très bien ici comment est-ce que j'ai mis plus ou moins des choses. Il y a tout un impact. Mais ça reste, on va dire, d'une certaine manière, un peu mieux, même si c'est minéral, c'est un côté, on va dire, artificiel. Et en fait, c'est aussi utilisé dans le vivant. Donc nous, ce qu'on dit chez nous, c'est que ça ressemble beaucoup, ce genre de structure, à d'autres structures organiques qui sont, par exemple, on va dire un arbre, le poumon, même les mitochondries, l'intérieur d'une cellule, les appareils de Golgi. Et le fait que ça soit exactement pareil, on va dire, soit c'est une coïncidence, soit c'est étrange, mais là, nous, en physiciens, ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, la nature, le vivant, a récupéré ces instabilités-là. C'est-à-dire qu'elles apparaissent spontanément. Et au lieu de, par exemple, si le poumon, on va dire, c'est le même genre d'instabilité, c'est la masse tissulaire du poumon, l'embryon de poumon qui grossit, et il y a une peau qui se développe à l'intérieur, qui est aspirée à l'intérieur, donc qui fait le même genre de choses. Donc c'est le même genre d'instabilité, mais on va quand même essayer de la réguler un petit peu, pour que quand le bébé naisse et qu'il crache l'eau, il puisse respirer. Et donc la nature, en fait, on retrouve ces formes-là dans le vivant, non pas par un contrôle complet, mais juste parce qu'on a laissé l'instabilité se développer, mais dans un cadre un peu contraignant, pour que ça marche bien à chaque fois. Est-ce que c'est pas parce qu'il faut augmenter la surface, justement? En fait, si, les oui, là, oui. doivent augmenter au maximum la surface disponible d'échange. Tout à fait. Dans ce cas-là, il y a des gens. Bon, une explication finaliste, c'est ça. C'est de dire effectivement, on veut une membrane, par exemple, les poumons, c'est pareil. En fait, c'est avec la surface de votre poumon, c'est un stade de football, quelque chose comme ça. Donc, c'est énorme. Et on veut que ce soit bien plié. Et donc, ces sortes de structures-là, elles font naturellement une structure qui est une très grande surface. Les mitochondries, c'est pareil, on veut aussi une bonne distance, une surface repliée. Les chloroplastes, qu'on verra aussi en bas, c'est pareil. Après, si tu regardes bien, il y a des zones qui sont différentes des autres. J'essaie de... Voilà, ici. Non, mais moi, je suis déjà venu il y a 2 semaines, j'ai eu le temps de regarder en détail. Ça, c'est très, très intéressant parce qu'on reconnaît des trucs qu'on voit en maths. Oui. Dans c'est des images que vous pouvez reproduire, par exemple, en faisant du feedback vidéo, en branchant une caméra vidéo sur... les tout petites, là, les points, les traits. Ouais. Ça, en fait, je ne sais pas si tu... Il y a un nom en physique pour ça, je sais pas, j'ai oublié comment ça s'appelle. Les feedbacks, là? Non, ce genre d'image. L'instabilité? Ce genre de... Ça, c'est des tout petits trucs. Faut regarder après, c'est tout petit. C'est minuscule, mais c'est différent de ces espèces de chaînes de montagne. Voilà, là les chaînes de montagne, en fait, vu dessus, on voit des chaînes de montagne, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des doigts d'air qui rentrent. C'est l'image inverse, en fait, qui a fonctionné. Et alors là, ce qui est amusant, c'est que tu parles de ça, parce que Damien est venu me voir pour me poser la question là-dessus. En me disant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la même chose? Et en fait, moi, j'étais très surpris, parce que c'est des images qu'on a l'impression de connaître. Dans des cristaux liquides, par exemple. Oui, voilà. Mais j'ai jamais vu je l'ai jamais vu apparaître dans ce genre de système-là. Et donc on a regardé, je lui ai dit mais il faut que tu me montres comment tu fais. Et donc il a fait l'expérience. Et on a regardé et en fait il semblerait que ça soit pour moi c'est une instabilité nouvelle. Il a découvert un nouveau type d'instabilité. Moi j'associe ça aux équations de réaction-diffusion. C'est un peu ça. Alors en fait là ce qui se passe, c'est qu'en fait il touche, il étale de l'huile
donc de la peinture à l'huile sur une plaque. Il essaie de le faire la plus régulière possible. Là, on voit quand même des traînées et des oscillations de tirage. Et après, il colle une deuxième plaque de verre dessus. Donc là où ça touche, ça fait des aplats pleins. Et après, quand il décolle l'aplat, c'est là où il y a les figures. Mais de temps en temps, en fait, là, ce qu'il y a, c'est qu'il ne touche pas, il touche presque pas. Ou il touche presque. Et la partie qui touche, ce que j'ai cru comprendre, la partie qui touche, à ce moment-là, elle se met à coller, comme la tension de surface. Vous savez, quand il y a l'eau qui monte sur le verre, elle remonte. Et donc là, l'huile qui commence à toucher, elle va remonter sur les bords. Et du coup, elle creuse sur les côtés. Et on voit tout d'un coup un creux apparaître. Alors c'est tout petit, il faut vraiment regarder. On voit un creux apparaître, et le creux va faire une bosse sur le côté. Et c'est la bosse, juste après, qui va se remettre à toucher, et ainsi de suite. Et ça ressemble exactement au motif réaction-diffusion de Turing. Ça, c'est à revoir dans Vous connaissez la si, c'est pareil. Là, on peut discuter sur Turing après, mais ça nous dérive. On passe à l'autre partie de la galerie. Donc ici, c'est le laboratoire constitué par Émile de Vischer, derrière Stéphane et Emmanuel. Il y a aussi 3 machines qui sont des machines qui s'appellent Perling, parce que ce sont des systèmes dont un est en action ici et qui est encore au travail actuellement, que Émile n'a pas fini d'optimiser. Il a donc créé son laboratoire ici pour pouvoir finir de le mettre au point. Et ce sont des systèmes qui, à chaque fois, vont recréer de la nacre de manière artificielle en plongeant un objet dans différentes solutions de manière répétitive. Et la nacre ne se formera ne se forme progressivement qu'au bout d'un très 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 long temps. Donc il n'y a pas une recherche d'optimisation du temps dans ce travail-là, mais plutôt au contraire l'apologie du temps long pour pouvoir créer quelque chose qui est une matière précieuse et très fine et très délicate. Moi, ce que ça m'évoque, je peux le dire, c'est un peu différent de tout ça. Donc moi, je vois donc une mécanisation de l'expérience biologique ou physique. Donc là, c'est une expérience de physique, mais dans ce que je comprends de certaines grandes avancées des sciences du vivant modernes, c'est que c'est basé sur justement la mécanisation de petites manipulations répétitives, le fait de pouvoir prendre 500 éprouvettes d'un coup, les secouer, faire du pipetage automatique, etc. Donc si vous faites le tour du truc, là vous voyez une petite carte Arduino, qui est donc un microcontrôleur que vous pouvez programmer assez facilement avec votre ordinateur pour, par exemple, allumer, éteindre le chauffage chez vous, faire plein de choses rigolotes. Ça permet essentiellement de gérer des interrupteurs. Vous pouvez acheter des petits capteurs, etc. Et donc là, l'artiste a pris un tel dispositif et certainement programmé la répétition de la commande juste d'un moteur ou de 2 moteurs, je ne sais pas comment ça marche, et en calant bien les mouvements les uns après les autres pour que ça fonctionne. Manifestement, il est en train de mettre ça au point. Donc ça, c'est un genre de démarche que je trouve intéressant. On voit de plus en plus souvent dans les écoles d'art, dans le milieu de l'art, des artistes qui s'emparent de la technique et de la technologie, qui n'ont pas peur de programmer les trucs par eux-mêmes. Finalement, ils réalisent ce que chaque citoyen devrait faire, c'est-à-dire s'emparer de ces technologies élémentaires. Là, la petite carte ici, ça coûte 19 €. Vous pouvez en trouver chez tous les marchands d'électronique à Paris. Et ça prend peut-être 2-3 jours d'initiation. Il y a plein de tutoriels sur Internet. Et vous pourriez, par exemple, fabriquer un compteur Linky par vous-même, sans être obligé de vous remettre entre les mains de cette société qui veut vous espionner votre consommation électrique. Et, vous pourriez gérer, reprendre des signaux qui arrivent dans la ligne électrique. Enfin, on pourrait avoir une version open source et do it yourself, moins chère et plus claire en termes de ce que font vraiment les dispositifs, avec ce genre de petites cartes. Et donc, je trouve qu'il y a un enjeu de société à ce que les gens s'emparent des technologies et
voilà, n'y soit pas, comment dire, n'ait pas une attitude de simple consommateur en fait. Donc ça rejoint complètement la thématique de la semaine dernière, puisque Ludovic Duhem nous avait dit que c'était très important de pouvoir comprendre, enfin selon Simondon, très important de pouvoir comprendre la technique pour ne pas être dépendant du système économique qui est derrière. Pour être honnête, moi je ne comprends rien à ce qui se passe à l'intérieur du microcontrôleur qui est ici. Et il vient de Chine, donc il y a des limites à do it yourself. Mais bon, en première approximation, c'est pas mal. Déjà, lui en tout cas, Émile peut contrôler. Et alors, Émile est designer, et ce qu'il cherche à faire justement, ce sont des machines qui vont pouvoir être prises en main par tous, et qui ne sont pas des machines destinées à l'industrie, ou au contraire à des laboratoires, mais vraiment pour que tout le monde puisse les prendre et se les approprier. C'est partie vraiment de son travail, que la machine soit disponible pour tous, et compréhensible. La semaine dernière, j'ai vu des gens qui fabriquaient des... Toi, tu utilises en bas des machines qui poussent les seringues. Oui. Donc, c'est des machines professionnelles que tu as, qui doivent coûter très cher. Non, mais que tu as recyclées, peut-être, dans un laboratoire. Parce que c'est des machines qui ne coûtent pas cher du tout, en fait, parce qu'elles sont utilisées par les diabétiques. Ah. Et donc, il y en a beaucoup qui sont produites. Ouais. D'accord. Grand public. Ouais. On pourrait imaginer en une version do-it-yourself, pareil. Moi, je trouve que ce que ça m'inspire, c'est qu'elle est vraiment dans le thème matriciel, justement. Alors, si je veux être provocateur, je n'ai pas dit au tout début, mais en fait, tout dans la galerie ici est naturel. D'accord ? C'est-à-dire qu'on fait quand même partie du système naturel. Et si on peut dire, il n'y a rien de surnaturel, évidemment, ou sous-naturel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé du temps ? En fait, nous, on a quand même l'impression que ce qu'on crée, nous, n'est pas très naturel. Donc, on a tendance à se mettre en dehors de la nature. Et qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la différence ? C'est parce qu'en fait, on a une intentionnalité essentiellement. On va dire dans la nature, ça se fait un peu tout seul, tout s'équilibre, etc. Un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'image ou dans les poumons. L'impression que tout ça, ça apparaît spontanément, un peu, de manière harmonieuse, on va dire. Et nous, quand on crée quelque chose, c'est volontaire, et du coup, on crée de la disharmonie. On va contre les choses. Et entre autres, on voit avec la notion du temps tout à l'heure, on a une notion, notre cerveau, il est quand même très très fort, mais il est assez limité pour comprendre ce qui se passe autour. Il comprend juste ce qu'il faut, on va dire, juste ce qui est nécessaire pour manger, et après, le reste. Et du coup, il a besoin de comprendre des choses très simples. Et une des manières dont il fonctionne, c'est qu'il décompose les choses en petits éléments. Et ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la nacre, le coquillage, enfin le mollusque qui fait sa nacre, c'est pour lui, il sécrète ça se fait tout seul. Il est très efficace. Et nous, quand on va essayer de comprendre tout ce qui se passe, il se passe plein de choses en même temps dans le mollusque, etc. Et ce qu'on va comprendre, on va regarder un petit détail. Comment est constituée la nacre ? C'est un dépôt de carbonate de calcium avec certaines choses. On va essayer de reproduire une réaction qui fait ça. Et du coup, on atterrit à quelque chose comme ça, qui est en fait une extraction toute petite d'un phénomène naturel compliqué. Et du coup, on perd aussi en efficacité. On a l'impression de comprendre parce qu'on a réduit tout phénomène naturel à une seule petite chose. Mais des fois, on l'a trop réduit, c'est-à-dire qu'il ne reste presque plus rien. Et aussi, on perd en efficacité, c'est que là, ça va prendre une année avant d'avoir un coquillage, même plus. Peut-être parce que c'est intéressant que ça dure longtemps. Aussi, ça a oui. de la valeur. La notion du temps, elle est toujours présente. Tout à fait, oui. Dans les 3 œuvres qu'on a vues, il y a la notion du temps qui est très prégnante. Exactement, qui est très important. Et c'est vrai que c'est ce que je disais aussi, on n'a pas forcément l'impression, nous, le temps, on se vit un peu en dehors du temps, c'est étrange. Et on n'a pas forcément l'impression non plus, on sait combien de temps ça va nous prendre pour aller, par exemple, rentrer chez nous, voilà. Des choses très pratiques, mais les objets, ce qui nous entoure, en combien de temps ça a été créé, etc., on n'a aucune notion. Nous, par exemple, il y a les cyanobactéries en bas. Je défie quiconque d'avoir une vraie compréhension du temps que ça a mis entre passer de la cyanobactérie à nous. Voilà, c'est bon. Ou même des objets, il y a des cailloux, moi j'étais dans le désert, il y a des cailloux, je les regarde et j'ai l'impression de voir des milliers d'années dans l'érosion du caillou, etc. Et ça, c'est des choses qu'on observe. Alors la nacre, effectivement, je dis la nacre est très rapide, mais c'est quand même vrai qu'en fait, il fait quand même le coquillage, il fait une toute petite couche chaque année aussi. C'est comme un arbre qui pousse. Donc il y a toujours un temps très long, qui est important. Une structure plus complexe. Tout à fait, oui. Alors ça, c'est bon. Là, c'est un peu ce qu'on avait vu dans les images tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on a envie de contraindre complètement et de réduire et de couper en miettes.
Et du coup, on arrive à des choses trop simples et on n'a pas toute la complexité qu'on sait. Si maintenant les gens essayent de faire de la vraie nacre, la nacre, il y a des microcristaux, il y a des couches de polymères naturels, enfin, on va dire organiques entre, ça devient extrêmement compliqué à faire. Hein. Enfin, mais il faut que soit tout mélangé en même temps et que ça marche. Est-ce qu'on pourrait utiliser, enfin mettre le naturel au profit de production artificielle? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, bah, les gens essayent. Hein. Ils détournent le vivant pour produire ce qu'on veut, ça arrive. Ou même ils s'en occupent, par exemple là, la vraie structure de la nacre avec ses... Ça a toujours été fait, oui. Alors, on fait de l'agriculture, de l'élevage, on va dire déjà. Même on fait pousser des forêts, voilà. Mais est-ce que les vaches sont naturelles ou artificielles? Moi, tout est naturel, donc ça va, mais... Parce qu'elles n'étaient pas comme ça au départ, parce que l'homme a agi sur... Oui, elles ont changé. On les a sélectionnées, mais en même temps, la sélection, elle est naturelle aussi, justement. Donc on a juste créé un environnement qui a poussé la vache dans cette direction-là, si j'ose dire. Mais il n'est pas... Si maintenant on intervient sur les gènes pour modifier la vache, et ben est-ce qu'elle sera naturelle? En fait, mais ça existe déjà naturellement aussi. C'est-à-dire qu'il y a déjà les transferts de gènes. Ah ça, c'est voilà. Ça c'est l'intentionnalité qu'on trouve et qui justement pose problème. Parce que comme on va se dire que ce qui est vraiment caractéristique, je trouve, du vivant, enfin du naturel entre autres, c'est qu'il y a des interactions dans tous les sens. Justement, le milieu est compliqué, ça interagit dans tous les sens, mais ça trouve une sorte d'équilibre qui fonctionne. Et quand dans l'évolution naturelle, une plante évolue, même par exemple en étant infectée par une autre bactérie qui donne ou un virus qui donne des gènes, etc., des grosses transplantations, ça peut devenir chaotique, mais ça va se rééquilibrer avec l'environnement. Et nous, quand on fait ça, on y va avec nos gros sabots, et par exemple, on introduit un gène d'antibiotiques dans la plante, parce que comme ça, de résistance à un antibiotique, comme ça permet de savoir si les plantes qu'on a réussi à infecter, l'antibiotique et celles qui résistent, c'est bon. Le seul problème, c'est que du coup, ça introduit des gènes de résistance aux antibiotiques ou des antibiotiques dans la nature, et ça pose des problèmes pour nous. Et après, une fois qu'on a fait une plante, qui est bien, qui est presque naturelle, on y va, on la met partout sur des milliers d'hectares, et là, elle est peu en interaction avec le milieu naturel, et ça fait des trucs très, très... Ça bouleverse le reste. Donc c'est plutôt le côté gros sabot qui est gênant. Ça bouleverse d'une manière qui était relativement prévisible. Les scientifiques spécialistes de dynamique des populations avaient parfaitement identifié et prévu les risques de la monoculture des OGM en Amérique du Sud et l'apparition des super weeds, je ne sais pas comment dire en français, des super mauvaises herbes résistantes, qui sont une aubaine pour les marchands de produits chimiques parce qu'il faut introduire des nouveaux OGM et des nouveaux traitements, etc. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. En tout cas, ce que j'ai compris, ce que j'aurais peut-être pu dire aussi, c'est que dans le monde naturel, il n'y a pas de grand architecte, enfin en tout cas pour moi, de grand architecte du vivant, il n'y a pas d'ingénieur qui est en train de construire un truc dans un but précis. Et c'est juste a posteriori que tu peux, une fois tu parles de la distance entre nous, entre les cyanobactéries et nous, c'est une question que tu te poses depuis notre point de vue à nous. À l'époque, voilà, la cyanobactérie ne sait pas où elle va. Et voilà, donc ce qui est peut-être pas très naturel, c'est cette stratégie de l'ingénieur de vouloir construire, de faire des plans, d'assembler des petites briques élémentaires dans le but de faire quelque chose de macroscopique, etc. Ça, et on constate d'ailleurs la faiblesse de cette approche par rapport aux merveilles de la nature, où la nacre est fabriquée beaucoup plus efficacement, le verre est fabriqué à basse température dans les diatomées, etc. Sauf qu'elle a mis des milliers d'années pour le mettre au point. Enfin, de manière sans qu'il y ait un grand architecte qui va mettre en place. Fais-moi du verre de manière efficace. Voilà. Mais c'est du bricolage aussi, quelquefois, il y a des choses qui ont été faites et qui sont plus du tout utiles, mais qui sont quand même là. Oui, et qui auront peut-être une nouvelle utilité plus tard, ou qui ont des utilités paradoxales, c'est-à-dire qu'elles sont utiles à un certain point et ensuite délétères plus tard, etc. C'est très compliqué d'avoir une vision, enfin de calquer une vision, comment dire, avec une direction, on va dire un mot pour ça, je sais pas. Voilà, bon, de donner une direction à l'évolution, c'est toujours très très dangereux. Mais même des fois, même nos créations, des fois nous échappent. Hein.
Parce que là effectivement, on dit l'OGM, normalement c'est vendu parce qu'on met, un seul traitement antidésherbant et ça suffit. Et en fait, on se rend compte que bon, il y a des super pesticides qui arrivent, il y a d'autres maladies qui étaient des gens etc. Ça, c'est un point de vue négatif, mais même, on va dire, aussi par exemple sur Internet, l'Internet, c'est le meilleur exemple aussi. On crée quelque chose qui est très strict, qui veut être utilisé par exemple pour des militaires, pour faire un échange, et puis maintenant, ça a créé une nouvelle possibilité qui s'est développée, qui n'était pas du tout prévue. Donc ça va dans tous les sens. Vous dites que c'est l'intention qui permet de différencier un élément naturel d'un élément artificiel, mais est-ce qu'on ne peut pas parler d'intention pour des comportements que nous on considère comme naturels et qui en fait ne le sont pas réellement? Par exemple, les fruits d'un arbre, c'est l'intention de l'arbre de créer ce fruit pour faire répandre ses graines et pour prospérer. Ça c'est sûr. Et nous on considère que c'est naturel alors que c'est lui qui l'a pensé. Là, quand on dit c'est lui qui l'a pensé, ça c'est justement comme on parlait de l'évolution, c'est vraiment une projection justement anthropocentrique où il y a une volonté. Parce qu'on peut très bien dire, par exemple, j'ai des amis botanistes qui disent les plantes manipulent les animaux pour se reproduire. C'est pas du tout, on n'a pas du tout sélectionné les arbres fruitiers, c'est les arbres fruitiers qui sont servis de nous. Bon, ça, c'est effectivement, c'est intéressant de le dire, mais c'est un jeu de l'esprit. C'est-à-dire que la plante, on va dire, même nous en fait aussi, elle se développe sans but véritablement, avec des interactions de petits éléments les uns avec les autres qui font quelque chose d'harmonieux. Et il y a eu une plante qui un jour a fait quelque chose qui a attiré un animal pour le manger. On a appelé ça un fruit. Mais et du coup, ça a été mieux pour cette plante-là parce que l'animal a déféqué plus loin les graines et que l'arbre a envahi tout le pays. Mais on ne peut pas dire véritablement que l'arbre a eu l'intention de créer un fruit pour que l'animal le mange et mette les graines plus loin. C'est vraiment une sorte de co-construction qui se fait, justement, ça, l'interaction des plantes avec les insectes et les animaux. On voit bien que c'est une co-construction qui se fait et qui permet en fait à tout le monde de prospérer, autant aux insectes qu'aux plantes et ainsi de suite. Donc c'est Pour l'huître, elle le fait pour se protéger de l'élément qui s'introduit à l'intérieur du coquillage. Parmi, il n'y a pas de conscience. oui, c'est ça. Ça se fait par sélection naturelle au bout d'un certain moment parce que cette volonté, ça a apporté un plus. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché. Comme elle le disait, elle n'a pas recruté un ingénieur pour lui dire trouve-moi une protection efficace. Donc c'est un peu là la différence. Alors nous on le voit comme ça effectivement, mais on a une vision justement très finaliste des choses. Et ça fait partie un peu de ça. C'est que là voilà, on redéconstruit la nature pour avoir une finalité qui est créer quelque chose qui coûte cher, parce que ça a pris du temps et que c'est difficile à faire. Donc ici, il s'agit d'une plaque de cuivre et pendant tout le temps de l'exposition, la partie centrale est refroidie de manière à ce qu'il y ait de la condensation sur le centre, donc déposition d'eau, et juste là où il y a le dépôt d'eau, le cuivre va continuer en fait son processus et recréer le verre de gris au fur et à mesure du temps d'exposition. Donc un processus en direct. Pour moi, c'est très proche de ce qu'on avait vu là, sur l'horloge. C'est-à-dire, pour moi, c'est une vraie vision du temps. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on aimerait, nous, c'est-à-dire avoir juste une image, où on prend juste... Des fois, ça arrive, hein, c'est-à-dire qu'on voit un morceau de tronc ou une planche qui est très belle, et on se dit, celle-là, moi, je la prends chez moi, je la garde, c'est mon côté art brut. Mais en même temps, on a arraché la planche et le morceau de bois à son environnement naturel qu'il avait créé. Et donc, on fait une sorte de photographie instantanée et on tue l'objet. Et là, ce qui est beau, c'est qu'en fait, il continue à être vivant. C'est-à-dire qu'il évolue, et il évolue en restant toujours le même, ce qui est caractéristique, comme je vous ai dit, du vivant, de nous. C'est-à-dire qu'on se change, on mange tous les jours, on respire et on boit, tout ça pour pouvoir rester nous-mêmes. Et là, c'est pareil, on va dire. Elle respire de l'eau et des gaz pour pouvoir, en fait, se transformer, mais rester elle-même. C'est intéressant qu'on qualifie de vivant un objet matériel qui finalement n'est pas vivant au sens de la biologie, mais qui vieillit, quoi. Il y a le processus de vieillissement, un processus probablement irréversible, j'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, grosso modo, en première approximation, cette plaque de cuivre se dégrade. Et voilà, on associe le mot vivant à cette évolution vers un but... Et certains scientifiques commencent à évoquer le vivant d'une autre manière, justement,
en parlant de la vie des dunes. Elle se déplace et elle chante. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des cycles qui font qu'on peut considérer que le vivant n'est plus la même définition que nous on en a Dans le vocabulaire courant, on appelle vivant quelque chose qui n'est pas complètement aseptisé, complètement solide, propre, un bloc quelque chose qui n'est pas vivant, c'est souvent qualifié de minéral. Et c'est donc un bloc de marbre, c'est parfaitement lisse, etc. Et quelque chose, une maison qu'on va appeler vivante, contrairement à un bâtiment très neuf et très aseptisé, une maison qui a vécu, c'est une maison qui s'est abîmée, qui s'est imbibée de la vie des gens. Donc elle a pris la vie des gens qui étaient dedans. Ouais, voilà, de manière plus ou moins irréversible. Mais ça, en fait, moi j'avais réfléchi à ça, la définition du vivant. Les biologistes, ils ont une définition du vivant qui est en gros quelque chose qui contient de l'ADN, en fait, et qui évolue. Mais c'est parce qu'en fait, c'est ce qu'ils étudient. Ils étudient justement quelque chose qui, essentiellement, ils sont ramenés au code génétique. Et comme le code génétique, ça force les choses, on va voir avec l'ADN, normalement, il faut que ça évolue, que ça mute. Et donc, ils sont intéressés à ce phénomène-là. Mais justement, j'ai discuté avec des biologistes, ils m'ont dit, mais les dunes qui bougent, en fait, elles sont vivantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont comme là. C'est-à-dire que nous, avant qu'on ait de l'ADN et qu'on évolue, il faut effectivement qu'on respire, qu'on mange et qu'on boive. Et ça, si on ne le fait pas, on est mort. Et donc là, il y a une définition du vivant qui est très claire. Et respirer, boire et manger, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on se renouvelle juste pour rester identique à soi-même. Donc moi, j'avais une définition du vivant qui était beaucoup plus restreinte, qui était un objet qui se maintient lui-même par un changement permanent. Ce qui est différent du marbre, c'est-à-dire que le marbre, il est immobile, il va se dégrader. Mais du coup, cette plaque-là devient vivante. Une dune devient vivante parce qu'en fait, elle va garder sa forme par son mouvement. Et, il y a quand même un apport quelque part. Exactement, il y a forcément un apport quelque part qu'elle consomme. Là, elle consomme de l'air, elle consomme de l'électricité en plus, en réalité. Voilà, donc, il y a plein de choses. Et ça, c'est une caractéristique intéressante du vivant, qui est justement cette connexion avec le reste. On ne peut pas avoir un objet vivant isolé. Parce qu'il y a en effet plusieurs organismes vivants aussi, enfin, il y a différentes échelles de vivants, ce qui est une question d'échelle. Oui, c'est aussi une question de, justement, est-ce qu'on regarde l'ensemble des interactions ou pas, ou est-ce qu'on les isole ? La forme, c'est pour ça que je disais, là, on peut regarder la forme tout à l'heure de l'aiguille, entre guillemets, de l'horloge, ou regarder tous les petits poils et ainsi de suite. Et chacun est un objet vivant à différentes échelles, mais ils sont emboîtés. Et nous, par exemple, on va dire la Terre, la vie est apparue sur la Terre grâce au Soleil. Voilà, parce que c'est quand même l'énergie solaire qui fournit de la chaleur et puis après de la photosynthèse, etc. Mais en fait, le Soleil lui-même, on peut le comprendre comme un objet vivant. C'est-à-dire, c'est un objet qui s'écroule sur lui-même par la gravité et qui du coup fait des réactions nucléaires qui font des objets plus lourds, parce que c'est l'hélium, maintenant ça fait des minéraux, qui envoient des rayons gamma et le tout empêche l'écrasement. Du coup, il reste comme ça pendant très longtemps, mais il se consomme. Donc c'est un objet qui a l'air d'être identique à lui-même, mais qui se consomme et qui produit en même temps quelque chose qui va continuer à... Donc je vois une continuité de la vie comme ça, mais qui est beaucoup plus générale. Dans les milieux des biologistes, on entend aussi parfois l'idée que ce qui est fondamentalement vivant, c'est pas vraiment le génome, enfin c'est pas vraiment lié au génome qui est juste un outil chimique pour le rendre ça possible, mais plutôt des flux d'informations, des informations qui se propagent, qui sous l'effet de la variation de la sélection sont plus ou moins... Nous, on n'est qu'une information, puisqu'on est renouvelé continuellement, et c'est l'information de l'ADN qui fait qu'on se recrée grâce à cette information. Et d'autres, je pense. Mais ça, la vision de l'information, c'est aussi ce qu'il y avait plus quand on a découvert l'ADN, c'est qu'on a découvert un code, et du coup, c'était comme un code informatique. C'était comme un livre, alors qu'en fait, il y a des échanges. Pour moi, c'est ce que je vois là. C'est que là, il y a un problème pour rester identique à lui-même, il y a des échanges permanents qui ne sont pas forcément d'information, mais qui sont de matière lui-même. Et la matière s'organise toute seule pour créer ce qu'on va créer une information, c'est-à-dire une forme. Donc ici,
sont exposés les travaux de Léa Giraud. Je vous laisse la main pour voir sur quoi vous avez envie de commencer. J'ai l'impression. Donc il faut peut-être décrire très rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le. Donc pour le coup, ça, je l'avais pas travaillé il y a 2 semaines. J'ai découvert tout à l'heure. Donc il s'agit d'une culture, mais l'artiste est dans les parages, non? Non, on peut s'exprimer librement. Une cyanobactérie. Donc il s'agit de culture de cyanobactéries qui précipitent, ou je sais pas, la réaction chimique précise, comment ça s'appelle? Voilà, qui crée du calcium. Et donc, ce qu'on voit là, c'est les petites boules de calcium dans la bactérie. Oui, à l'intérieur même, ce qui est à l'origine de concrétions calcaires, et donc celles qui sont exposées là-bas, qui sont donc des sortes de preuves de. Ça, c'est voilà, autre chose, en fait. C'est des stomatolites, alors que ça, ce sont des bactéries, cyanobactéries. J'ai cru comprendre que c'était, entre autres, justement les stromatolites qui sont pensés être l'origine de la création des stromatolites. Et que du coup. Non, je crois que c'est pas les mêmes souches. C'est pas les mêmes souches. Alors, c'est probablement pas les mêmes, surtout que celle-ci, elle date de combien de milliards d'années? Je sais pas. Du précambrien, celle-là. Et dommage que l'IA ne soit pas la même, elle nous précisera. Donc on espère qu'elles ont évolué depuis, en tout cas, même si c'était. En tout cas, il y a cette idée qu'il y a du minéral créé par. Puis du minéral qui n'est pas juste du sable ou des morceaux de coquille, qui sont créés par le vivant, voilà. Ce qui est tout à fait fabuleux. C'est-à-dire, on parlait du marbre. Le marbre, finalement, c'est du calcaire. Oui, mais en fait, justement, le marbre, en fait, il a été créé aussi essentiellement par des microalgues qui ont créé des carapaces soit de calcium, soit de silice, qui ont sédimenté dans la mer. Le tout, ça fait du calcaire. Et le calcaire, après, a été juste un peu refondu par un volcan pour faire du marbre, ou écrasé. Un volcan ou du marbre. En général, c'est juste à côté d'un volcan. Ça écrase et ça fond un peu le calcaire et ça lui fait la silice recristallise. Donc c'est très étonnant de penser que la majorité des matériaux minéraux, entre guillemets, qui nous entourent, par exemple ces grosses pierres de calcaire qui forment cette maison, sont en fait d'origine vivante quelque part. Et avec énormément de vivants. En fait, chaque pierre correspond à énormément de bactéries. Plus tout un historique dans le temps qui est incroyable. Et donc l'IA, elle essaye justement de matérialiser à l'échelle de notre échelle de temps à nous, des concrétions de calcaire à l'aide de ces cyanobactéries. Donc les photographies, si j'ai bien compris, correspondent à des précédentes expériences similaires à celle qui est en train de se faire sous vos yeux. Voilà. Et du coup, par rapport à cette limite entre vivant, artificiel, naturel, les pierres sont vivantes. Non, elles sont mortes, mais c'est des résultats, des résidus. C'est comme des cimetières de vivants. Exactement, c'est que des cadavres. Donc la plupart des calcaires, justement, on peut les dater parce que on fait une toute petite lamelle, on regarde à l'intérieur et on a des espèces bien définies qu'on connaît à certaines périodes, certains endroits, certaines températures, on peut revenir au climat. C'est quelque chose qui mesure le temps, encore une fois. On est encore tout le temps finalement. Oui, exactement, tout à fait. Voilà. Ça, mais c'est très 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 présent. Exactement. Et là justement, il y avait je pense qu'il y avait une stromatolite très ancienne, donc une des plus anciennes, et l'autre est moderne. Qui est actuelle, voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours des stromatolites en train de pousser. Oui. Alors déjà, on peut faire un petit aparté en disant que si on regarde le dessus, là, on voit qu'il y a des petits points et des creux partout. Et ça ressemble beaucoup aux instabilités qu'on a vues tout à l'heure dans les impressions de papier. C'est le même genre d'instabilité qui font les formes. Et c'est comme ça qu'on a trouvé en fait que c'était la question géologique, c'est jusqu'à quand on a des traces du vivant? Quand est-ce que la vie est apparue sur Terre? C'est parce qu'il y a des formes compliquées comme ça qu'on a essayé de dire mais c'est forcément vivant. En fait, on peut montrer par ailleurs qu'il y a plein de phénomènes qui font ça aussi, physiques, mais il semble bien que ça soit vivant dans ce cas-là. Et ça ressemble aussi à une tranche de cerveau. Exactement, voilà, tout à fait. C'est que le cerveau, on a aussi le même genre d'instabilité c'est la surface du cerveau, la matière grise, qui se développe beaucoup plus que les terminaisons qui sont blanches, et ça fait toutes ces circonvolutions. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la surface. Ici, elles ont quand même besoin d'un peu de courant et de lumière, par exemple, puisqu'il y a justement ici, il y a des cyanobactéries. Et du coup, c'est la surface, celle qui est à l'extérieur, qui reçoit plus de courant, plus de minéraux et plus de lumière, et donc elle pousse plus. Du coup, ça fait ces creux comme ça. Et
le cerveau, il semblerait qu'il impacte aussi sur la forme du crâne. Ah oui, le crâne se moule sur le cerveau autour. Hein. Oui, tout à fait. Parce que la boîte crânienne a des creux, enfin l'os a des creux, mais ils sont c'est l'os qui se moule sur le cerveau et pas le contraire. Parce que l'os, en fait, l'os, on va se dire aussi, l'os, on va dire, c'est une partie minérale, c'est du dur. Enfin, il y a des parties, il y a des os qui sont très durs, comme ici, qui ne bougent pas. Mais tout le reste, en fait, il est fondu et recristallisé en permanence. Il y a des petites, comment on appelle ça, des cellules qui sont, il y a deux cellules, une spécialisée pour manger l'os, donc comme ça, là, pour le dissoudre, et une cellule un peu comme celle-là qui est spécialisée pour le recristalliser. Et elles font ça en fonction des besoins, en fait. C'est ça qui est superbe d'ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est que malgré tout, en termes de résistance globale, c'est justement parce que c'est adapté, en fait. mal, ouais. C'est adapté parce que en fait, il y avait un naturaliste, justement, voilà, Darcy Thompson, qui avait montré qu'il y a des lignes, il y a des creux. Voilà, il y a des creux. Et quand on fait une coupe, on voit des lignes qui correspondent tout à fait aux lignes de tension mécanique qu'un mécanicien dessinerait. S'il ferait une structure en métal légère, il ferait les mêmes lignes. Alors la réponse, c'est ça, on peut se dire pourquoi, mais c'est parce que probablement les cellules qui dissolvent et qui recristallisent l'os, elles sentent localement les contraintes. Donc là, au contraire, où il n'y a pas de contrainte, ça va la digérer, et là où il y a une contrainte, ça va la renforcer. Et du coup, on crée une structure comme ça. Ça veut dire que nous, on minéralise aussi comme les bactéries. Exactement, on a nos bactéries minéralisantes dedans, c'est ça que je disais. En fait. Donc on pourrait avoir du marbre humain. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on fait aux catacombes, non? C'est pas ça, ouais. Et là, On bouge dans le caveau, puisqu'on parlait de catacombes. Donc là, il y a 2 œuvres cachées là-dedans. Donc oui, je précise, il y a une œuvre de Guillaume, encore lui, qui s'est répandue dans l'ensemble de la galerie, qui est donc l'œuvre qui est tout à fait au fond et qu'on entend depuis tout à l'heure, puisqu'on va la voir aussi probablement. Si on est très nombreux et qu'on bouge, on risque de ne pas le voir parce qu'il a mis un capteur pour que ça ne marche pas quand il y a trop de monde. Mais peut-être que tout à l'heure après, quand on se déplacera, vous pourrez l'entendre et le voir. On l'a déjà entendu. Hein. Oui, on l'a entendu quand on était en haut. Ouais. Oui. Donc peut-être que je la décris pas trop, pour pas interférer avec ce que vous allez dire. Et une œuvre de Jeanne Barbino-Aubry qui est devant. Donc ce sont des néons avec de la cristallisation de pierre d'Alain sur leur surface. Ce sont des néons qui ont servi au préalable avant en forme de mots sur des enseignes, voilà, merci, et qui ont été complètement réappropriés par Jeanne. Donc on a encore de la cristallisation là. Si je commence. Pour l'œuvre, là ce qu'on va voir, c'est de temps en temps, il va y avoir des décharges électriques qui font énormément de bruit et qui crient, ça gronde même après. Et c'est assez étrange parce que pour moi, c'est aussi une caractéristique du vivant de cette manière. C'est comment est-ce que la forme, si on a une forme vivante qui se maintient, pourquoi est-ce qu'elle se maintient? C'est parce qu'elle utilise en fait un flux d'énergie, non seulement de matière mais d'énergie. Elle permet le transfert d'une énergie plus haute à une énergie plus basse, typiquement. Et là, c'est ce qui se passe, mais elle le fait localement, c'est-à-dire que ce transfert d'énergie va se faire qu'à l'intérieur de sa propre structure. Et c'est comme ça qu'elle peut en dériver pour se maintenir. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle une explosion. C'est-à-dire, si vous mettez une étincelle dans un réservoir d'essence, ça explose. Et donc toute l'énergie est consommée, mais c'est consommé partout en même temps, pas dans une petite cellule. Et là, pour moi, on va dire c'est un peu le début de la vie, dans le sens où on met des charges électriques. Tout d'un coup, il va y avoir un endroit comme un éclair qui va passer. Et toute la décharge va se faire à cet endroit-là. Donc cet endroit-là, c'est le début de la vie, en fait. Et il va se maintenir le temps de créer cette décharge. Et au début, la vie, elle s'est créée parce qu'il y avait des décharges électriques, alors, justement. Après, on ne sait pas. Oui, il y avait des conditions très fortes. Et aussi un peu à l'inverse de celle-là, d'ailleurs. En fait, c'est que là, on va dire la cyanobactérie, ou enfin tous les micro-organismes, ils créent des structures poreuses dans lesquelles ils sont protégés. Ce qu'on connaît encore maintenant dans les films, comment on fait ça, les films bactériens, qui sont un vrai problème qu'on essaie de se débarrasser. C'est que les bactéries créent un gel autour d'elles. Là, les bactéries, elles créent des porosités. Mais en même temps, ça revient probablement à comment est-ce que les bactéries sont apparues. La vie est apparue, c'est qu'en fait, il y a eu des fumerolles volcaniques
qui font des dépôts minéraux, qui cristallisent et qui font des structures poreuses. Et dans ces pores, on peut à ce moment-là créer des compartiments qui commencent à faire la vie. Donc il y a un aller-retour en permanence, en général. Et l'image qu'on a dans les films de science-fiction, de soupe prébiotique avec des éclairs, etc., est-ce que c'est réaliste ou pas? Parce que ça ressemble un peu à cette œuvre-là. Ah mais ça revient aussi au mythe de... comment ça s'appelle celui qui... non, celui qui écrit avec des éclairs, là, j'ai un trou. Frankenstein. Frankenstein qui vient en fait aussi d'un Italien qui est Galvani. Et parce que c'est lui qui a découvert la présence d'électricité dans le corps humain et son influence. Donc il prenait une peau de grenouille morte, je ne sais pas si vous avez fait ça à l'école, on met un courant électrique et clac, le main se contracte. Et donc c'était le fluide vital, c'est ça qui a commencé à faire le fluide vital qui est lié à l'électricité. Donc on manie cette notion-là. Mais il n'y a pas forcément eu besoin il y a plus eu besoin d'un gradient chimique important avec des micro-compartiments que d'éclairs. Mais ça fait un côté un peu divin aussi, ça fait un peu, il n'y a rien et clac, il y a un éclair et maintenant la vie apparaît. Exactement. Mais les micro-compartiments, c'est pour que la matière soit plus proche des autres matières avec lesquelles elle puisse réagir, c'est ça? Non, oui, ça c'est vrai, mais c'est aussi parce que le vivant, par exemple, on a parlé de collectivité et puis après de notion d'échange collectif et d'individuel. En fait, le vivant, il est toujours enclos. Non seulement il a besoin, c'est ça qui est paradoxal, il en a besoin de l'environnement pour se nourrir et échanger et prendre la nourriture, mais on a besoin pour se maintenir d'être enclos dans quelque chose. Et donc là les enclositions, c'est qu'on veut une cellule, un petit volume dans lequel il y a une réaction et un pH différent, par exemple, que celui d'à côté. Et parce que si on mélange tout, ça on le connaît dans la soupe justement, tout s'équilibre plus ou moins rapidement à un état neutre fondamental. Donc si on veut créer des flux, il faut créer des petites structures qui retiennent des endroits particuliers. Ça fait partie de la définition du vivant au niveau cellulaire. Ouais. Ce serait une entité fermée qui a un métabolisme et qui a un transfert d'informations. Voilà. Ouais, on peut voir ça comme ça. Et par rapport au néon, alors moi je dis, c'est aussi le côté, on peut dire, c'est le côté recyclage, on va dire. Il y a une partie de tout ce qu'on fait qui est recyclé, comme là, le partie du vivant est recyclé dans la pierre. Et il y a des flux permanents, et donc ça, c'est une image, on crée une structure pour quelque chose et elle va être réutilisée dans un milieu naturel pour cristalliser ou pour reconstruire un autre élément. Et au niveau de la forme des cristaux, est-ce que... disons que déjà, j'avais une question peut-être un peu stupide aussi sur les éclairs, et puis les éclairs qu'on lit aussi à l'intérieur du néon peut-être aussi. Est-ce que ça a un rapport avec les formes qu'on a vues dans les monotypes là-haut, les montagnes Les éclairs, oui. Et justement, les premiers gens qui ont fait ça, il y a des très belles expériences. On peut acheter ça aussi d'ailleurs. On fait ça dans du diélectrique. C'est un peu la même idée dans la détention. Et on voit des formes d'éclairs qui apparaissent. Et c'est très très proche de. C'est le même genre d'instabilité. Ce sont des plaques de plexiglas. C'est ça. Je sais pas. Et puis d'ailleurs apparaissent, on va voir de près, mais sur ces plaques. On voit les traces de. C'est vrai, les figures de Lichtenberg. Voilà, c'est ça. Mais qui sont le même genre d'instabilité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des effets de pointe, comme on dit. C'est-à-dire, quand il y a un bout d'air qui rentre dans l'huile, en fait, au bout de la pointe, il y a une différence de pression qui est plus grande, donc il va continuer à avancer. Là, c'est pareil, les paratonnerres, ils ont une pointe, parce qu'en fait, ici, il y a un champ électrique qui commence, tout le champ électrique se concentre à la pointe, et donc ça continue à avancer. Donc il y a le même genre de mécanisme, c'est plus général, mais il y a effectivement une famille qui est très très proche. Donc, un des travaux qu'on est en train d'initier en ce moment par la résidence, qui est justement de partir de l'effet de pointe, avec justement une idée qui a été lancée par Guillaume, mais qui est en train d'être réappropriée par nous tous pour faire un travail à partir de l'effet de pointe. Ça c'est très important, oui, tout à fait. Mais c'est un peu le cas local de la compartimentalisation. C'est-à-dire que je crée un endroit particulier qui concentre un flux et qui fait qu'à son âge, il y a quelque chose de différent qui continue. Donc, il y a plusieurs travaux que j'ai faits. Dominique Besson. Je vous laisse choisir ce par quoi vous voulez commencer. Tu ne souhaites pas présenter ton travail? Donc, Trafic, c'est un travail qui montre la matière en mouvement.
Il se trouve que ce sont des fluides, donc pareil que dans le vivant, il y a ce jeu entre l'huile et l'eau, puisque les deux ne se mélangent pas. Et c'est grâce au fait que ça ne se mélange pas qu'on peut avoir des cellules qui existent, et donc des milieux clos. Et donc j'ai mis en parallèle une forme de circuit qui fait qu'à gauche, on a un système qui évolue de manière extrêmement régulière, on dirait finalement des jeux informatiques des premiers temps. Et puis, si on change la forme de ce système-là, juste l'effet de la forme est très important, on a à droite des gouttes qui se forment et puis qui vont se fondre les unes dans les autres de manière totalement irrégulière et surtout très très organique. Donc là, on peut projeter comme une soupe primordiale, effectivement, avec ça. Beaucoup de choses très significatives dans ce travail. Tout d'abord, je pense que pour ceux qui n'ont pas bien compris, il y a un élément dont tu n'as pas parlé, c'est que tout se passe dans un tout petit système qu'on peut voir ici qui est exposé. Enfin, il y en a donc c'est microscopique, c'est des petits circuits gravés. Je ne sais pas comment tu les as gravés, avec un laser ou je ne sais pas quoi. C'est comme de la sérigraphie en fait. Voilà, donc c'est une sorte de gravure sur verre. Oui. Non, c'est sur un. On utilise un flash et on polymérise aux UV. D'accord, donc c'est un polymère, enfin c'est un. Oui. Bon, bref. Et donc cette petite lame, elle est glissée dans un projecteur, mais avec juste une lumière. C'est pas du tout une transcription numérique. On est habitué à voir des vidéoprojecteurs partout de nos jours. Oui, c'est la vraie matière qui passe. Là, ce que l'on voit, c'est une projection avec. On voit des photons qu'on tapait dans la matière et qui sont projetés. Sur cet écran. C'est pas du tout un film numérique d'une expérience microscopique. D'où le côté un peu vaporeux de l'image d'ailleurs qui est inhabituel de nos jours. Et après, mathématiquement, il y a plein de trucs à dire. Il y a des instabilités, des moments chaotiques, des moments quasi périodiques. Donc là, juste, c'est que la seringue, on voit très régulièrement un petit flux d'encre, et puis après, ça se remet à démarrer tout seul. Donc c'est encore un système où il y a un apport extérieur d'énergie, et puis il y a, si je comprends bien, le petit truc là-bas, c'est pour récolter des produits. C'est la sortie, oui. Voilà. On pourrait les gouttes d'ailleurs dans le tuyau. Ouais. On pourrait imaginer que c'est un réacteur chimique, qu'il se passe une réaction chimique et qu'il fabrique un produit comme ça, la drogue ou je sais pas quoi. Donc en fait, on pourrait imaginer qu'il y ait plein de réacteurs chimiques puisque chaque goutte est un micro-réacteur. Et donc là, on voit le discret à gauche, mais qui est en fait juste extrait du continu. C'est quand même des petits segments continus qui vont se transformer en gouttes. Et donc il apparaît comme un accident dans le continu. Mais ils sont bien cadrés. C'est-à-dire que là, c'est justement, pour moi, le côté gauche est une bonne image de l'artificiel et le côté droit du naturel. Tout simplement. Alors que c'est la même chose. C'est-à-dire que le côté gauche, on l'a contraint dans des choses tellement restreintes, un peu comme ce qu'on imagine, le 0-1, le binaire et ainsi de suite, que même si c'est du continu à la base, même si c'est du vivant, on va dire, il est obligé de faire toujours la même chose, et effectivement, il fait toujours la même chose. Et par contre, dès qu'on lui laisse un peu la place, à droite, eh ben, on retrouve une question, justement, on ne sait plus qu'est-ce que c'est que l'individualité, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est jamais différent, enfin c'est toujours différent, au contraire. Et on retrouve quelque chose qui est plus typique du vivant, c'est vraiment du naturel, dans le sens où les choses se font toutes seules. Donc moi j'ai une question quand même, pour arriver à cette géométrie qui donne ce résultat assez impressionnant, est-ce que tu as fait beaucoup d'essais et d'erreurs? Est-ce que c'est le résultat d'une expérience ou est-ce que c'est quelque chose de bien documenté dans la microfluidique, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça? Est-ce que... Alors, il a pris combien de prototypes? Combien de prototypes avant d'arriver là? J'en ai fait plein. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la microfluidique, c'est la forme du circuit qui va induire les opérations. C'est ça que je trouve très très intéressant. La forme fait qu'on peut diviser en deux de manière exacte. La forme des circuits fait qu'on peut inclure une goutte dans une autre goutte. La forme fait que, etc., avec plein d'opérations qui sont faites sur les gouttes, sur les micro-réacteurs. On peut sélectionner des gouttes, en enlever certaines, en enlever une sur trois. Tout va être dans le jeu de la contrainte, comme tu disais Stéphane, des formes du circuit. Après celui-là, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir obtenir exactement à gauche le numérique et le digital, donc, puisqu'on a et à droite l'organique.
Parce qu'il y a un équilibre qui succès. va être fait quand même pour que ça marche. Bien, bien. Donc après, oui, on continue par ici. Oui, si vous voulez. Et ça, Donc, c'est étude de nuages. Voilà, donc on échappe. Impossible ici d'échapper à la dualité discret-continu, qui est ici représentée encore de manière absolument fascinante. C'est une image, une vraie image de nuage, qui est reproduite avec des pixels. Donc, en première approximation, on pourrait en avoir on pourrait dire que c'est une version discrétisée. Mais après, il y a une sorte de mise en abîme parce que chacun de ces pixels est en fait une gouttelette de liquide. Est-ce vraiment de l'eau? Je ne sais pas. En principe, on peut le voir comme ça. Et donc, il y a un petit secret pour que ça puisse rester sous la forme d'une image. Est-ce que cette image a été régénérée depuis le début de l'exposition ou est-ce qu'elle est... Non, non. Non, elle est... C'est de l'eau viscosifiée, donc elle reste le temps d'exposition. D'accord. Et on pourrait viscosifier moins pour qu'elle s'évapore le temps de l'exposition. D'accord. Dès qu'on touche, Il y a des gens qui ont touché. Moi j'ai touché juste à droite tout à l'heure. Là il y a quelqu'un qui était vraiment. Ce sont des vraies gouttes en tout cas. Ouais. Donc c'est très intéressant parce que ça montre que, quoi qu'on en dise, les pixels ou les données numérisées, même dans nos machines numériques, elles ne sont pas non plus parfaites. Elles n'ont pas cette idéalité mathématique qu'on voudrait leur prêter. Il y a des imperfections, il y a des erreurs, il y a des bruits de fond. Et là, c'est vraiment voilà, représenté de manière extrême à l'aide d'un objet, une petite gouttelette d'eau complètement lisse. Elles sont toutes différentes et toutes pareilles de loin. C'est assez... Il y a aussi, on parlait de naturel et d'artificiel pour savoir s'il y a de la volonté. Et il y a aussi la question du regard. C'est-à-dire, ce qu'on voit des choses, c'est aussi créé par notre cerveau et on a tendance à ne voir que ce qu'on a déjà vu et imaginé. Et là, moi je vois ça comme ça aussi, c'est-à-dire que si on voit un peu le nuage, qui est une sorte de continuum qui bouge, avec une sorte de lunette, d'une grille, on le voit à travers une grille pixelisée. Et ça peut suffire, hein. Ça peut suffire pour un certain type de description, mais pour d'autres ça va pas. Et en même temps, notre vision, comme on disait, la vision peut nous échapper dans le sens où même ce qu'on croyait fixe, comme par exemple les objets numérisés, peuvent disparaître, s'évaporer tout seuls. Par rapport au naturel et à l'artificiel, il y a Descartes qui a expliqué dans le discours de la méthode comment marche, pourquoi on voit des arcs-en-ciel. Donc il explique parce que c'est dans une goutte justement. La lumière se prend dans la goutte et se diffuse. Une fois qu'il a expliqué ça, il a une démarche d'artiste contemporain, je trouve, parce qu'il dit on pourrait du coup envoyer dans l'air, projeter des jets avec des fluides d'indice optique différents. On ferait ainsi apparaître de manière artificielle une grande croix dans le ciel et les gens croiraient que c'est un phénomène surnaturel. Donc, il était complètement dans ce naturel artificiel. Bien. Donc il y a encore deux œuvres de l'autre côté où elles sont liées entre elles. Donc ça, ce sont des objets en ADN. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça doit vous choquer normalement si vous n'avez pas... Enfin, moi-même, quand j'ai appris, j'y croyais pas. Quand l'ADN, on voit ça comme une molécule très, donc certes très longue, cachée au fin fond de nos cellules, mais on est loin d'imaginer déjà qu'on puisse en extraire une quantité notable. On a 0,4% en poids de notre corps qui est de l'ADN. 0,4%? Ouais. Ce qui n'est pas non plus rien. C'est pas beaucoup, mais c'est pas... 600 grammes pour un adulte. C'est pas rien. C'est plus que les 3 grammes de lame. Oui. De l'ADN. Ça, c'est chez nous, mais chez les bananes, manifestement, il y en a plus, c'est ça? Non? Ah non, c'est l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur. Ouais. D'accord. C'est une évaluation par le calcul et tout. Tu es la première à presser de l'ADN.
À en faire des objets, oui. Parce que j'avais jamais entendu. Parce que c'est considéré comme impossible. Enfin, on ne considère pas l'ADN comme un matériau. Et c'est grâce à sa double culture de physicienne qu'elle a pu repérer l'ADN égale polymère égale plastique. Voilà, j'ai voulu faire des petits objets en plastique qui habituellement ne coûtent rien en ADN, parce que l'ADN c'est du plastique en fait. Les plastiques c'est des grandes molécules. Donc, les scientifiques qui travaillent sur l'ADN sont habitués au contraire à travailler sur des toutes petites quantités. Et du coup, effectivement, ils ne font pas ce passage-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est le rapport à la matérialité, justement. C'est-à-dire, là, l'ADN, on a parlé d'information, et il y a eu cette tendance en biologie de considérer le vivant comme de l'information, et donc c'est un peu éthéré, etc. Alors que j'essaie aussi de le ramener en disant non, c'est un échange de matériel, d'énergie et d'autres. Et là, c'est la même chose, mais montré de manière brutale. C'est-à-dire que l'ADN, c'est d'abord un polymère, et donc on peut en faire un objet qu'on peut toucher, justement là-bas, qui est un peu doux et léger, et qui est de la matière brute. Ça, je trouve ça très... On peut le toucher là. Je suis du bout là-bas. On peut le toucher, la petite boule qui est là. C'est fascinant parce qu'on a pris l'habitude de sacraliser cette molécule. On a une vision quasiment sacrée. Quand on touche à l'ADN, on a l'impression de jouer au Dieu. On lit ça dans les journaux. Vous pouvez... Quand on a l'impression que c'est ce qui forme la matière, alors que là, c'est l'effet. Ouais. Je te mets dans une position d'extériorité. Finalement, ça veut dire aussi que nous, on est aussi de la matière jusqu'au bout du bout. Exactement. Et que le fait de penser l'information, c'est en fait un peu un rêve qu'on a de nous-mêmes, justement. Alors qu'on est d'abord purement matériel. Et est-ce qu'on pourrait conserver comme ça un être décédé? Le comprimé le décès. Je ne sais pas quoi faire descendre. Je Il vous ne pas réponds. qu'ils sont en cendres, par contre. Ouais, En cendre, c'est déjà un peu... le carbone est déjà parti. Mais il y a un projet déjà au Japon d'artistes qui propose justement d'extraire de l'ADN quelqu'un qui est décédé pour faire pousser un arbre. Oui, alors ça, Mais- c'est autre chose. Mais pour répondre précisément à cette question, il y a un chercheur en Corée du Sud qui a été exclu de la communauté scientifique parce qu'il a triché dans ses expériences. Celui qui prétendait Qui qu'il pouvait cloner, voilà. Mais il s'est relancé, c'est pas basé sur des techniques de manipulation génétique, mais plus de clonage. Mais il gagne sa vie en faisant comme ça des clones d'animaux de compagnie. Il y a un bon business à faire. Mais en fait, ça marche pas très bien. Enfin, ça marche pour lui, mais pourquoi ça? Parce qu'en fait, avec un clone, avec donc le même message génétique, le même ADN, il n'a aucune raison d'être le même chat. Et physiquement, mais oui, de toute façon, ils ont juste, c'est pas le même. ils ont, Il va voilà. commencer, il va être un petit chat. Et il va donc, pas- autant prendre un chat d'une même espèce, en fait, on peut vraiment pas faire Vous la avez pas de différence. chat, c'est ça que tu dis. Non, j'insiste sur le fait que votre chat à vous, c'est le vôtre, vous avez un lien particulier. Si vous prenez, s'il a son caractère, si vous prenez le même, avec le même ADN, ça ne sera pas votre chat à vous, il n'aura pas le même caractère, il n'y a pas de raison. Voilà. Dans le cas de l'arbre, c'est juste aussi qu'il y a une partie de l'ADN qui est mise dans la partie non codante de l'ADN de l'arbre. Et qui, du coup, vit et contient dans son ADN de sucre. une sorte dans son ADN qu'on appelait avant ADN. Un peu comme dans la cellulose, justement. Donc si je peux me permettre de faire aussi un commentaire là-dessus. Donc il y a des artistes aussi, Edward Ocasek a mis des morceaux de messages bibliques dans des ADN de bactéries. Il les a fait évoluer et il s'est amusé d'ailleurs ensuite à reséquencer le génome pour voir disparaître le message parce que la cellule elle-même, elle en a rien à foutre du message s'il est non codant. Et donc par le jeu de variation, sélection, mutation, etc., il est appelé à disparaître. Or, il ne vous a pas échappé que dans les journaux, on vous explique que l'ADN, c'est aussi une merveilleuse molécule pour coder l'information de manière extrêmement pérenne. On a déjà codé des films entiers, des bibliothèques entières dans de l'ADN, mais ça, c'est justement précisément l'ADN version chimie, c'est-à-dire l'ADN en tant que molécule, en dehors du contexte du vivant, mise dans un frigo, c'est hyper stable, et donc l'information, elle est... Mais le vivant lui-même, il va trafiquer cet ADN, il va évoluer, il va le chirurgiser, et peu à peu... C'est une très mauvaise idée de garder, donc de mettre des livres
À mon avis, dans le génome d'un arbre. On va le garder Il y dans a un- eu aussi des dans projets une pour mettre sur statue des cafards, non Oui, de mettre des ça n'a pas tests. été fait, Oui, c'était juste un projet. Mais pour, Un peu plus résistant. On l'en débute, hein, on l'en débute. mais pour la matérialité de l'ADN, en fait, les gens, justement, comme on pensait que c'est de l'information et que c'est recoupé par le vivant et que c'est fragile, on s'est rendu compte maintenant, c'est tout récent, que c'est beaucoup plus résistant et que dans les cailloux, ils extraient de l'ADN directement. J'ai l'impression de ça. Et donc, ils sont complètement fascinés parce qu'ils peuvent, en fait, dans les dépôts de grottes, aller chercher directement des traces d'ADN. Mais c'est de l'ADN Vivant, effectivement. de donc. Non, mais Non, c'est de l'ADN de gens. Non, ou de bactéries de cette époque-là. Après, il faut chercher, effectivement, mais en fait, c'est très bien préservé. Justement, quand c'est plus Le vivant. mode de fabrication, là, c'est avec une imprimante. Non, c'est du moulage. C'est-à-dire que j'extrais d'abord l'ADN. J'obtiens ce qu'on appelle la méduse d'ADN, qui est quelque chose d'assez gélatineux. Et ensuite, je le moule dans des moules qui sont présentés ici, justement. Et donc, j'ai présenté aussi tous les ratés avant de réussir à faire les deux personnages qui sont là. Et les couleurs, c'est des réactifs qui montrent qu'on a vraiment de l'ADN. C'est-à-dire qu'il y a deux réactifs pour montrer qu'on a de l'ADN dans deux matériaux. Un qui le verre de méthylacétique qui devient vert et l'autre le réactif de chiffre qui devient rose. Pourquoi ce choix des personnages Parce que justement, d'abord je voulais faire des petits objets qui sont habituellement des objets en plastique qui ne coûtent rien, avec cette molécule qui est la plus sacralisée qu'on puisse imaginer. Et puis parce que ces petits objets en plastique qui sont des jouets sont en général très sexués, vraiment pour les enfants. Il y a ceux pour les garçons et ceux pour les filles. Et on nous impose d'avoir Le bleu et le rose. Le soldat de plomb. les soldats en vert en plastique et la princesse rose. Et comme c'est l'identité, en fait l'ADN, il y a vraiment cette idée d'identité. Aussi parce que l'ADN, on le voit comme une hélice en lévitation dans l'espace. Ça rend hyper concret, moi je trouve ce Ouais. côté joué, on a envie de toucher, on a l'impression que c'est mangeable aussi, c'est assez... C'est sûrement mangeable, hein. Oui, il n'y a aucun problème. J'ai fait Il y a une expérience. dégustation. C'est pas toxique en tout cas. Ah bah, c'est de l'ADN. On en mange tous Non. les temps. Hein. Non, moi, 0,6%. J'ai retenu. Et la dernière, du coup Oui, donc. Donc là, moi, si je comprends bien, est-ce que c'est ça qu'on peut appeler une œuvre conceptuelle Donc ce sont des livres de la vie. Non, ça contient donc alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est véridique ou pas. Alors, C'est un code, un véritable code génétique décrypté d'homme. là, sur Internet, on peut avoir un code génétique typique d'un homme. Et à partir de là, j'ai voulu parler du problème du fait que dans certains laboratoires, on cherche le génome de la dyslexie. Et ça me pose problème, ça. Et donc, je me suis dit, mais les dyslexiques, ils feraient des erreurs de lecture en lisant leur propre code génétique. Et donc, les erreurs de lecture du code génétique, c'est des mutations. Et donc, il n'y aura pas d'évolution s'il n'y avait pas de mutation. Donc, il n'y aura pas d'évolution s'il n'y avait pas d'erreur de lecture de l'ADN. Alors, déjà, pour moi, avant de rentrer dans cette question-là, ce livre, il a une vertu, c'est qu'il vous montre donc votre code génétique, il tient grosso modo dans un livre comme ça. C'est la partie, non, c'est la partie qui permet de caractériser une personne. Et l'ADN en entier, ça serait au moins 5-6 volumes très très épais. Ouais. Ça serait beaucoup plus gros que ça. Mais c'est la partie qui est suffisante pour nous caractériser, on va dire. D'accord. Même si c'était 5-6 volumes très très épais, ça ne serait pas beaucoup pour vous décrire complètement, je trouve, personnellement. Et donc là, entre ces différents ouvrages, il y a donc des interversions de lettres, donc c'est qui sont des erreurs de dyslexie. Des erreurs de dyslexie qui, quelque part, doivent se retrouver dans l'intérieur du message. Il faut chercher longuement. Et, si on les compare, on les voit assez vite. Ils ont tous des erreurs de dyslexie différentes. Donc si on compare les livres, on voit le même texte et de temps en temps, il y a des erreurs. Non, mais comment les comparer? Il faut prendre page par page et lire. Oui, c'est ça. C'est quand même. Effectivement, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça,
ça montre bien le problème qu'on a avec justement l'ADN qu'on a sacralisé comme le code d'information, mais qui en même temps est une contrainte énorme. Si on croit le modèle biologique, normalement, avec un ADN donné, on a une personne donnée, ou un chat donné. C'est pas vrai parce que ça se crée en permanence, mais ça reste quand même relativement vrai dans le sens où l'ADN va permettre de créer des molécules qui vont régir un petit peu le fonctionnement des cellules et le développement de l'organisme. Donc par exemple, on ne peut pas créer... Moi je pleure tous les matins parce que je n'ai pas 2 ailes pour aller au laboratoire. Donc, voilà, donc ça, on sait que ce n'est pas possible. Et donc on va dire c'est la faute à l'ADN. Et ce qui est étrange, c'est que on a envie de dire que le vivant en réalité, il se crée par interaction de l'ensemble. Le vrai naturel, il se crée en permanence sans savoir ce qu'il va obtenir par interaction de l'ensemble. Et là, au contraire, l'ADN, c'est une sorte de prison. C'est-à-dire la prison... on a intérêt... Le vivant a eu intérêt à créer de l'ADN parce que c'est une sorte de bibliothèque. C'est au lieu d'avoir tous les produits chimiques en cas de besoin, ce qui fait une grosse valise, on a juste une bibliothèque et on va lire « Ah, j'ai besoin de ça, je le synthétise ». Donc on condense, il y a effectivement de l'information qu'on condense, qui est beaucoup plus pratique. Mais en même temps, une fois qu'on a condensé l'information, on est figé dans l'information. Et donc ça, c'était vraiment une prison. C'est pour ça que moi je vois des barreaux là, comme ça, et toutes ces histoires de dyslexie, de mutation, etc. C'est tout le moyen de comment est-ce qu'on fait pour sortir de la prison et qu'on continue à vivre quand même par ailleurs. Et ça résonne avec ce qu'elle voulait, ce dont elle voulait parler tout au début, c'est-à-dire le fait que des gens cherchent dans le génome à expliquer à peu près tout et n'importe quoi, ce qui est en soi une prison mentale un peu dangereuse aussi. Donc je ne sais pas si on a espoir de trouver de la dyslexie codée quelque part, intuitivement. Intuitivement. Non, parce que même si on suppose, on sait que l'ADN a quand même des effets. C'est-à-dire qu'on mute l'ADN, on fait des choses, il y a des maladies génétiques, il y a des choses qu'on connaît. Enfin, mais il y a une bonne partie des gens pensaient que c'était comme la couleur des yeux, ou les poids de Mendel. Il y a un gène qui code pour une protéine, qui est un pigment qui donne la couleur de l'œil. Donc là, c'est facile. Mais en fait, la plupart du temps, c'est un vrai système vivant. C'est-à-dire que l'ADN code pour une protéine qui va se fixer sur l'ADN, qui va dire si le bout d'ADN est exprimé ou pas. Et donc, c'est un système qui se mord la queue et en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que même chercher où vient la dyslexie, on n'a aucune idée. Surtout qu'il y a toute une continuité, il n'y a pas un non dyslexique et un dyslexique. Ah, tout à fait, exactement. D'évolution très continue. C'est une super richesse. De type de dyslexie. Même format. Quand tu dis c'est une prison, c'est super déjà. Sinon, on serait tous le même petit soldat vert et la même petite princesse rose. J'ai envie de dire, en plus, parce que je profite qu'on a un physicien, donc on a ce système que je viens de décrire de feedback, mais qui reste quelque part quand même déterministe. Mais se greffe là-dessus aussi, à mon avis, si j'ai bien compris, des phénomènes stochastiques, d'expression probabiliste en tout cas, qui sont inhérents à la chimie. Même une chimie, c'est un équilibre chimique avec des... C'est jamais 0 ou 1 en fait. Et c'est surtout des effets statistiques en moyenne. L'expression du génome donne ci ou donne ça. Donc, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'en fait, mais on va dire de manière théorique, en physique, on peut dire tout est naturel et donc tout est physique aussi. Voilà, ça va être simple. Et on va dire il y a des lois qui sont déterministes, donc tout devrait donner toujours la même chose. Mais en fait, il y a la théorie du chaos qui dit justement si on boucle les choses sur elles-mêmes, eh bien, il y a des systèmes qui font qu'on va pouvoir passer soit à gauche, soit à droite, et après le résultat est différent. Et en fonction du bruit ou en fonction du nombre de passages qu'on fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment comme ça que la vie est capable d'apparaître. C'est-à-dire qu'on crée un système qui, finalement, devient suffisamment compliqué pour qu'on ne sache pas du tout ce qui va sortir. Et qu'on ne puisse pas le contrôler non plus. merci aux artistes.